sur Jordi Blanc, et c'est à Valence d'Albigès, à les éditions Benteral. Nous sommes à Valence d'Albigeois, aux éditions Benteral, dont je m'occupe, certes pas tout seul. Et il se trouve que depuis très longtemps, je m'interroge sur Jaurès, et je m'intéresse à Jaurès, et je fais des recherches sur Jaurès, et je publie du Jaurès. Bien, merci en tout cas de nous accueillir ici, dans cette maison d'édition. Et notre souhait, en partageant ce temps ensemble, c'est d'en savoir un peu plus sur qu'est-ce qui vous a attiré vers Jaurès, et comment s'est passée toute cette aventure, ce cheminement, ce compagnonnage avec Jaurès. Mais ce sont d'abord les lieux qui m'ont imprégné. Nous sommes ici dans la seconde circonscription d'Albi, qui était la circonscription électorale de Jaurès, dans laquelle Albi n'était pas, le centre était Carmont, plus 5 communes rurales, qui ne lui étaient pas toujours favorables, dont celle de Valence où nous sommes. Et avec les événements qui l'ont marqué. La grande grève des mineurs de Carmont de 1982, suite au licenciement de la mine de Jean-Baptiste Calvignac, élu maire socialiste, et, quelques années après, la fondation de la verrerie ouvrière. C'est parti de Carmont, et la fondation a eu lieu à Albi, en 1895-1896. Et ce sont de grandes dates dans l'histoire du mouvement ouvrier. Et Dieu sait si ça a marqué les esprits ici où nous sommes. Et Jaurès est partout, dans les mémoires, dans les paysages, et pas seulement sur sa statue, place de Carmont. Quand on sait que je m'intéresse à Jaurès, on me montre le lit où il a dormi, le fauteuil où il s'est assis auprès du feu, la grage où il a parlé, le balcon d'où il a fait un discours. Et puis, autre chose aussi, peut-être plus personnel, c'est le lycée d'Albi. Le lycée d'Albi, où il a enseigné pendant 2 ans, de 1881 à 1883, dans la salle 3, où se trouve une petite plaque, et j'ai été élève au même lycée et prof au même lycée. Et puis, je peux dire que c'est aussi la lecture de sa thèse de la réalité du monde sensible. Je suis né dans un milieu ouvrier, d'un grand-père maçon mort d'un accident du travail, d'un père ouvrier ajusteur aux usines du Sceau du Tard à Saint-Juéry. Et après la première partie du bac, ça nous fait revenir bien en arrière, à la fin de la classe de première, mon oncle m'a pris à la bibliothèque départementale du Tard, où il avait ses entrées, et m'a dit « La littérature, c'est fini. Maintenant, c'est la philosophie. » Et qu'est-ce qui m'a collé comme travail de vacances? La lecture de la réalité du monde sensible et d'un ouvrage de Thierry Monnier sur le marxisme. À 16 ans, je ne sais pas ce que j'ai pu y comprendre, mais j'y suis revenu plus tard. Après des études de philosophie à la faculté des lettres de Toulouse, licence et DES de philosophie, j'enseignais la philosophie comme maître auxiliaire. Je ne voulais pas passer le CAPES à l'agrégation et partir dans le Nord. Et l'occitan aussi. Et mon interrogation sur Jaurès a commencé en 1968, à propos de l'occitan, curieusement, à Muret, au cours du premier stage occitan auquel j'ai assisté. J'ai été attiré par une affiche murale dans laquelle figurait une citation attribuée à Jaurès et qui le présentait comme un défenseur de l'occitan. Ce qui était vrai sur le fond. Mais ce qui me choquait, c'est qu'il ne pouvait avoir prononcé ce terme d'occitan qui n'était pas d'usage courant à l'époque. Donc c'était l'anachronisme qui me gênait. Tout en poursuivant mon enseignement à lycée, mais fort mal à l'aise avec le seul bagage philosophique
de mes études, déçu par la superbe et la suffisance de certains de mes maîtres, j'avais envie d'aller voir ailleurs. Et je me suis inscrit en licence de sciences économiques et je suis allé au bout des 4 années. Les années passées. Ce fut alors que, à l'université de Toulouse-le-Mirail, on créa un DEA de langue et de culture occitane. Mais il ne manquait plus que des candidats. Alors, bon, j'ai voulu contribuer. L'idée me vint de m'y inscrire et d'y déposer un sujet. L'enracinement et l'action politique de Jaurès dans le Midi. Parce que les biographies courantes de Jaurès passaient vite sur ses origines, sur son action locale. Et pourtant, je vous parlais de ces 2 grandes grèves. Et je trouvais ça un peu mince. On ne s'intéressait qu'au Jaurès de la Chambre des députés, à celui de l'Humanité, en oubliant la Dépêche, et au Congrès socialiste internationaux. Je le rédigeais en occitan, et la soutenance de thèse se fit en occitan, ce qui ne devait pas être très réglementaire. Je poursuivis ce travail, qui fut la matière d'un ouvrage publié en 1985, Jaurès et l'Occitanie, qui obtint le prix Jean Boudou l'année suivante. Le voilà. Et plus je lisais Jaurès, moins je le reconnaissais dans ce qu'on écrivait sur lui. Et plus je le lisais, plus je m'apercevais de la dimension philosophique de tous ses écrits, y compris les plus politiques. Je mets au défi quelqu'un de me citer quelques phrases de Jaurès où n'apparaît pas un arrière-fond philosophique. À l'opposé de la thèse selon laquelle Jaurès aurait été philosophe, dans sa jeunesse, par ses études, son métier de professeur, ses thèses, mais qu'il aurait délaissé la philosophie pour son engagement en politique, au profit désormais, loin de ses illusions idéalistes, je mets des guillemets, d'un engagement sans faille au service de la cause du prolétariat. Bien, merci alors pour cette première partie introductive qui nous donne bien idée de toute la démarche de recherche. Et comme première étape dans notre échange, quels sont les éléments clés qui semblent les plus saillants, qui vous ont le plus frappé dans ce travail? Je ne peux pas dire autre chose que sa philosophie, sa métaphysique. Contrairement donc à la thèse que j'ai dénoncée tout à l'heure, que la philosophie, ce n'était qu'une occupation de jeunesse, qu'un pensum universitaire pour avoir le grade de docteur, et que, s'engageant en politique, tout cela passait au second plan, et qu'il n'y avait plus que l'engagement. L'engagement est, on va jusqu'à dire, au service quasi exclusif du prolétariat, ce qui est une réduction insupportable de l'ouverture qu'avait Jaurès. Il allait bien au-delà. Pensons par exemple à ce qu'il a écrit sur la nation, sur l'armée nouvelle. Pour qu'il y ait une armée du peuple, il ne faut pas qu'il n'y ait que des prolétaires. C'est le peuple. Par rapport à cette vision uniquement politique, je dirais même politicienne de Jaurès, il faut opérer un véritable renversement copernicien. Il faut partir de sa thèse de doctorat, de la réalité du monde sensible, soutenue en 1992 à la Sorbonne et rééditée par lui
en 1902, à une occasion intéressante. 1901, qu'est-ce qui s'est passé? Sa fille faisait la communion solennelle à Villefranche d'Albigeois. Et il y a eu une cabale, une campagne nationale de dénigration de Jaurès. Comment Jaurès se prétend laïque et il fait faire la communion de sa petite fille chez les sœurs à Villefranche d'Albigeois. Sa réponse est parfois un peu embarrassée. Je trouve pas toujours à sa gloire. Il met la chose sur le compte de sa femme. Mais j'ai trouvé un témoignage très proche d'un couple intime de Jaurès, Georges Renard, pas l'écrivain, syndicaliste, qui est descendu de Paris en vacances à Bessoulette et ils se prenaient ensemble. Et par exemple, Jaurès fait le chemin de croix à Violette pour monter au prieuré avec sa femme. Et Georges Renard est témoin d'une vive dispute entre les époux Jaurès. Elle lui dit « Mais pourquoi tu as écrit ça? Tu m'en as pas parlé, tu me l'as pas montré. C'est pas dans ma famille qu'on est cagoulard, qu'on est... Et si tu n'avais pas voulu, la communion n'aurait pas eu lieu. » Donc, ça a l'avantage de montrer tout le respect, même s'il n'adhère pas à tous les dogmes catholiques. Vous n'y trouverez ni la Trinité, ni l'Immaculée Conception. Tout le respect, tout l'attachement qu'il tient envers la tradition. Sa réplique plus honorable, c'est la republication, la réédition de sa thèse en 1902. Il n'y change pas un mot. Bon, déjà. Et il en reparle en 1910 à la tribune de la Chambre, dans son plus beau discours sur la laïcité, qui dure 2 après-midi. Il répond en bon orateur aux interpellations, notamment des interpellations des cléricaux. Bon, et il répond ceci, en s'adressant à la droite cléricale. « Voulez-vous me permettre de vous dire toute ma pensée? Je vous la dis sans embarras. Je ne suis pas de ceux que le beau Dieu effraie. J'ai, il y a 20 ans, écrit sur la nature et Dieu, et sur leur rapport, et sur le sens religieux du monde et de la vie, un livre dont je ne désavoue pas une ligne, qui est restée la substance de ma pensée. Au risque de vous surprendre, je vous dirai que j'en ai fait, il y a peu de temps, une seconde édition et que je n'y ai fait aucun changement. À mon avis, c'est capital. Ça indique en toutes lettres le point d'où part toute la pensée de Jaurès, et ça montre que, contrairement à la légende selon laquelle la philosophie, la métaphysique, il n'en était plus question, qu'il est toujours là-dedans. Et quand il se promène pour les conférences, pour les congrès internationaux, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans les musées, dans les églises, dans les cathédrales. Si l'on en revient à cette thèse, qui est pour lui le centre de sa pensée, on y voit que Dieu est partout. Il cite 2 fois la parole de l'apôtre Paul, qui a connu une fortune philosophique inégalée, puisque Spinoza la reprend, Malebranche la reprend, Leibniz la reprend, Newton. Nous vivons en Dieu, et nous nous mouvons en Dieu, et nous sommes en Dieu. Alors ça, c'est très important, parce qu'on lui a collé l'étiquette de panthéiste. Panthéiste, c'est assimilable par toute conscience
laïciste bien portante. Le panthéisme, c'est l'égalité de tout ce qui existe et de Dieu. Le tout égale Dieu. Alors, c'est pas du tout ça, Saint Paul. Nous vivons en Dieu. Nous nous mouvons en Dieu. Nous sommes en Dieu. Comme dirait le plus ignorant des hommes, il y a un contenant et un contenu. Il y a la bouteille et il y a le liquide. Alors, comment Jaurès y définit-il Dieu? Comme, c'est page 7, la mesure et l'essence même de la réalité. C'est le critère de la réalité. Ce faisant, il reprend Platon qui répondait aux sophistes, non, c'est pas l'homme qui est la mesure de toute chose, c'est Dieu. Et il reprend Saint Augustin, pour qui Dieu est l'essence de la réalité, et la grande majorité des scolastiques du Moyen-Âge. C'est un centre qui est partout, et une circonférence qui n'est nulle part, comme chez Pascal et bien d'autres avant lui. Il est l'être en acte et l'être en puissance, ça c'est deux contraires aristotéliciens, et l'unité de tous les contraires. Contraire, par exemple, chez Jaurès, il y a le mouvement et la pensée. Le mouvement, c'est tout ce qui est matériel, tout est mouvement, et la pensée. Ces contraires peuvent s'opposer au niveau humain, avec notre vue un peu presbyte, mais ça se concilie en Dieu. Pour Jaurès, comme pour Malebranche, nous voyons dans la lumière de Dieu. Nous l'entendons dans le silence des nuits. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de croyants qui resteraient assis sur leur derrière quand ils entendent ça. Ces sources revendiquées, qu'il évoque souvent, la philosophia perennis, la philosophie éternelle, je dirais. Et là, il ajoute la religion éternelle. Alors cette religion éternelle, on peut dire oui, mais c'est vague, c'est un pot pourri, une mixture. Il précise, il ne parle en fait ni de la religion musulmane, ni du bouddhisme, il ne parle que de la religion qui est chez nous ultra majoritaire au XIXe, le christianisme. Et il qualifie le christianisme de, guillemets, grande et fascinante philosophie. Et il dit pourquoi. La communion des saints, etc., etc. Le Dieu de Jaurès n'est donc pas seulement le Dieu des philosophes et des savants, dénoncé par Pascal, mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Un Dieu transcendant et paraclet, un Dieu immanent et de compassion. Dans ma pauvre tête fatiguée, il y a Dieu. Point. De la réalité du monde sensible. Curieusement, personne ne l'a lu, cette phrase. Dans un inédit que un des voisins de notre albigeois a eu la gentillesse de m'amener 2 lettres inédites de Jaurès à son grand-oncle. Il dit ceci: aussi, je m'abandonne avec confiance à l'infini qui m'enveloppe et qui m'entraîne. Le Dieu de Jaurès, à la fois éternel et dans la durée, c'est l'égal avec qui l'on discute, comme Abraham à Sodome avec Dieu.
c'est un Dieu de liberté. Alors, il me faudrait un petit moment pour l'expliquer, parce que ça se base sur toute sa théorie des 3 directions de l'espace. L'espace est comme ça pour assurer la liberté. S'il n'y avait que 2 dimensions, l'homme serait libre que du oui ou que du non. Il faut une perpendiculaire par où on peut s'échapper. Et c'est un Dieu qui associe l'homme, là je mets encore des guillemets, à son pèlerinage de la perfection. Donc, qui ne se désintéresse pas des péripéties de l'histoire humaine et des efforts de ceux qui veulent, en ce monde, changer quelque chose. Alors donc, comment faire de Jaurès le petit-fils de Marx, l'arrière-petit-fils de Hegel, comme l'on a fait, comme s'y employait la gauche française en manque de figures éponymes, sans occulter, ignorer, nier la conception métaphysique, morale et religieuse de Jaurès. Et donc, si l'on veut accéder à la compréhension pleine et entière de Jaurès, y compris dans ses prises de position politique, il faut opérer ce que j'appelais, selon l'expression kantienne, un véritable renversement copernicien. Il faut partir de la source, du socle qui constitue ces conceptions métaphysiques, morales et religieuses, et le réintroduire dans la cour des grands philosophes. Voilà pour ce point, mais il y en a d'autres à aborder. Merci. Donc il y a quand même un grand travail qui a été engagé sur les sources, sur les fondamentaux sur lesquels Jaurès appuyait sa réflexion. Il n'a pas concocté, produit tout cela sur la base de sa seule intuition. Oui, mais il y a un vrai travail de profondeur. Oui, mais qui l'a fait? Vous l'avez devant, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a dans sa trajectoire des figures qui sont quand même marquantes et qui vous ont imposé à vous-même de reparcourir? Ah oui, bien sûr. Alors, je vous passerai quelques papiers là, du livre qu'on aurait dû vous envoyer plus tôt. D'abord, ça exigeait de moi, je ne sais pas si vous vous rendez compte du travail, de reprendre toute la philosophie française du XIXe siècle, qui a été occultée, niée, mise sous le boisseau, à l'ombre de la grande philosophie allemande devant laquelle on se prosternait. Kant, Hegel, Fichte, Schelling, tout à coup. La philosophie française, c'était une piètre philosophie, quoi, des bouffons philosophiques, je trouve, des bouffons. On en parle très peu, et quand on en parle, à quelques rares exceptions que je mentionne, et qui m'ont servi, qui m'ont permis de dire « Ah, quand même, tu fantasmes pas », on passe complètement à côté. Or, il y a, et j'en ai trouvé qu'un qui le met en évidence, c'est André Canivez, qui a fait une thèse remarquable sur Jules Lagneau, un contemporain de Jaurès, et qui parle, dans l'histoire de la philosophie de la Pléiade, d'un courant métaphysicien français. Alors que, traditionnellement, on réduit la philosophie française, bon, j'ai plus qu'à demander un poste à Harvard, à le positivisme d'un côté et le spiritualisme de l'autre. Hein? Le positivisme, Auguste Comte et consort. Le spiritualisme, c'est tout et rien. C'est de l'impondérable, de l'inconsistant. On peut remonter, pour la philosophie française du XIXe siècle, à Maine de Biran, de Bergerac, ce qui le rapproche de moi, de Bergerac. Bon, et c'est très mystique. Du moins ses dernières œuvres. Et il n'y arrive pas tout de suite.
Mais ça n'allait que mieux, quoi. Ça n'allait que mieux. Et puis, ceux qui ont été ses maîtres. Parce que le grand ponte de la philosophie française, c'était Victor Cousin. Victor Cousin, spiritualiste. Bon, Jaurès n'y a jamais adhéré. Et donc, c'était Lachelier, Jules Lachelier, Émile Boutroux, qui a été son prof de 3e année à l'école normale supérieure. Bon, moi, ça m'a permis de découvrir ces jeunes-là. Et je les connais grâce à Jaurès. Autrement, je ne serais pas allé. Parce que parler de Lachelier, de Boutroux à un prof de philo aujourd'hui, il vous regardera comme ça. Boutroux est un excellent historien de la philosophie. Enfin, il cherche à la philosophie ce qui l'intéresse à lui, mais c'est très bien vu. Il est très, très perspicace. Bon, il commence à Platon, Socrate, Platon, Aristote, etc. Alors, déjà, depuis Victor Cousin, la mode s'était imposée pour les jeunes philosophes du voyage en Allemagne. Notamment après la guerre de 70, quoi. L'Allemagne la Prusse avait vaincu, quoi. Il fallait aller voir ce qui se passait. Et alors, Boutroux y va, mais au lieu de ramener Hegel et compagnie, qu'est-ce qu'il ramène? Le grand ouvrage de Paul Dils sur les philosophes grecs, et notamment sur les présocratiques. Et Leibniz. Il édite lui-même Leibniz. Et c'était le maître de Jaurès. Alors donc, j'ai pu retrouver là quelques fils. C'est pas par hasard. Et aussi, il est le contemporain exact de Jules Lagneau, qui a son âge. Alors j'ai fait dans celui-là une sorte de parallèle, parce qu'ils ont à peu près les mêmes idées, mais politiquement, ils ne réagissent pas du tout pareil. Si vous voulez, pour discréditer cette philosophie française, on les traite de néo-kantiens. Ils n'auraient pas de philosophie originale, voilà, ils répètent plus ou moins Kant, ce qui est complètement faux. Ce qui est complètement faux, y compris dans le cas de Lagneau. Pour Lagneau, celui qui compte, c'est Spinoza, sur lequel il a écrit un texte. Il était prof de philosophie à Vanves, au lycée de Vanves, et c'était quelqu'un, un mystique laïque, quoi, en quelque sorte. Il travaillait énormément ses cours. Et donc, sans ces gens-là, cette lignée de métaphysiciens français, et pas allemands, Lagneau aurait été impossible, Jaurès aurait été impossible, Bergson aurait été impossible, qui était son collègue à l'école normale. On les faisait se disputer entre eux. Et Bergson. Parce qu'il faut bien que Bergson vienne de quelque part. Ça m'a réconcilié avec la philosophie. Parce que Jaurès connaît bien l'histoire de la philosophie dans son cours. Il y a un cours de philosophie. Il commence au présocratique, Socrate, Platon, Aristote, les Alexandrins, avec Plotin, etc., etc. Il est imprégné de tout ça, quoi. Il est imprégné de tout ça. Donc si vous voulez, cette thèse est mystique, si l'on veut, mais il y a une charpente philosophique d'une rigueur, on ne peut pas le prendre au piège, quoi. C'est pas possible. Et alors, il m'a fallu m'intéresser au judaïsme. J'allais vous dire, parce que derrière vous, on voit ce juif en Occitanie, oui. Et vous m'aviez dit, quand j'étais étonné de trouver cet ouvrage, eh bien que ça faisait partie aussi de l'héritage de votre étude de Jaurès. Eh ben oui, c'est comme ça que j'y suis venu. J'ai fait partie un moment de Centre international de recherche et d'études juives à Toulouse. Le livre, l'autre là, Les Juifs à le regard des autres, nous l'avons édité en coédition avec le Mirail, parce que y a des choses dont je ne trouvais pas l'explication dans la théologie chrétienne.
Bon, là aussi, j'en ai lu. Mais je ne le regrette pas. Mais bon, je prends un seul exemple, la conception de l'espace. La conception de l'espace, il y en a au XVIIe siècle, comme Leibniz, qui disent que établir, peut-être pas une égalité, mais presque entre l'espace et Dieu, c'est, comment dire, un blasphème, quoi. Dieu n'est pas l'espace. Et alors, Leibniz, il se bat contre les Anglais, Newton et d'autres moins connus, qui ont une conception divine de l'espace. L'espace, c'est un attribut de Dieu. J'en reviens à Saint Paul, là, et nous vivons, nous mouvons en lui, dans cet espace. Et ça vient de la Kabbale. Dans la Kabbale, Makom, c'est l'espace. Tout ça, ça éclaire, mais il faut remonter à ça. La notion de l'infini, eh bien, elle doit beaucoup, chez Jaurès, à Spinoza. Spinoza qui dit nous ne connaissons que deux infinis, l'espace et la pensée, mais Dieu, c'est une infinité d'infinis. Et Jaurès dit mais non, Spinoza n'est pas panthéiste, puisque nous ne connaissons que deux attributs de Dieu, il y en a une infinité. Et bon, mais j'ai souvent été déçu par ce que je lisais sur Spinoza, parce qu'il y en a aussi qui ont tendance à censurer tout le côté juif. Alors qu'ils lisaient l'hébreu, et bon, voilà. Et vous disiez à un moment donné, en référence à Spinoza, que le théologico-politique, quand vous avez publié ce titre-là, c'était dans cet esprit-là, oui. Spinoziste. Vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus, parce que Spinoza, bon, j'irai pas jusqu'à dire spinoziste, mais par rapport à ceux qui n'ont pas pu avaler le titre écrit. Bon, je l'ai vu en 2014, quand je suis monté au débat aux Archives nationales. Ça les choque chez Jaurès, mais pourquoi pas chez Spinoza? Tractatus théologico-politique. D'autant que théologien laïque, c'est une expression chez Jaurès. De Jaurès, oui. Oui. Alors là, il faut le lire. Je le reproduis là sur celui-ci. Il y a un article qui paraît dans la Dépêche de un radical élu du Vaucluse ou je ne sais pas quoi, qui est chroniqueur attitré de la Dépêche, qui fait un article critique en première page. Il n'y avait pas le TFC à l'époque, en première page de la Dépêche, ni la Covid, quoi. Un compte rendu d'un ouvrage posthume de Hugo, Dieu, intitulé Dieu. Depuis, je l'ai trouvé. Ambassade les puces, les vides-greniers, je l'ai trouvé. Un bon radical, il dit, mais il célèbre le génie de Victor Hugo, mais qu'est-ce qu'il est allé se perdre, se prostituer pour une cause perdue, Alors, Jaurès te l'envoie une réponse. Et il dit, on a besoin de Dieu, y compris pour la démocratie. Et alors il termine l'article, alors j'apprécie en voilà. Vous êtes le bénédictin des budgets, venez à Toulouse, vous y rencontrerez des théologiens laïcs. Et alors, qui ça peut être? C'est l'année où il termine l'écriture de sa thèse, quoi. Vous y rencontrerez des théologiens laïcs. C'est bien expédié, quoi. Là.